Europe Midi, Céline Géraud. Allez, on continue. Évidemment, on va parler du Brésil. C'est l'actualité aujourd'hui. Depuis le retour de la démocratie, une élection n'avait jamais été aussi serrée dans ce pays. Moins de 2 points séparent Lula du président sortant battu, Jair Bolsonaro. Bolsonaro n'a toujours pas réagi à l'heure où l'on se parle, mais à quoi peut-on s'attendre? Quel avenir pour ce pays? On va en parler tout de suite avec Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de l'Amérique latine, auteur de Géopolitique de l'Amérique latine aux éditions Erol Iris, paru le 6 octobre. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe Ventura, donc votre analyse comme ça d'ailleurs tout de suite sur cette élection qui a été particulièrement tendue, serrée, dure. On n'avait jamais vu ça au Brésil, c'est complètement inédit. Oui, c'est inédit sans aucun doute. La campagne, on n'a jamais eu une campagne aussi tendue, aussi serrée dans son résultat aussi. Il y a beaucoup de records historiques. Lula est le premier président élu 3 fois. Bolsonaro est le premier président à ne pas être réélu. En même temps, c'est le vaincu qui a fait le score le plus haut. Enfin, oui, c'est une élection qui défie un peu les habitudes et le centre de gravité de la vie politique brésilienne. Il n'y a pas de doute. Alors, le Brésil a besoin de paix et d'unité. C'est ce qu'a déclaré Lula peu après l'annonce de ses résultats. Voilà, il va y avoir une nouvelle ère qui va s'ouvrir, pas avant le 1er janvier, puisque voilà, il y a aussi ce principe. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre le 1er janvier au Brésil ? C'est une tradition depuis le retour de la démocratie dans ce pays. C'est une tradition en fait qu'on retrouve dans pas mal de pays latino-américains par ailleurs, un peu sur le modèle états-unien aussi. C'est-à-dire en fait, vous avez, disons, on est élu, puis on est président ou présidente élu, et puis ensuite il y a un délai qu'il y a une transition de l'administration, etc. On prépare son administration et on arrive au pouvoir quelques semaines, parfois quelques mois après. Au Brésil, c'est début janvier que ça va intervenir. Donc Lula sera président en exercice. Si tout se passe comme ça doit se passer, au 1er janvier 2023. Avec donc la gauche qui bat l'extrême droite, mais quelle analyse est-ce que vous portez, vous, sur justement cette extrême droite qui est battue, mais qui va continuer à exister, à se nourrir finalement de ce qui vient de se passer ? Écoutez, le résultat de cette élection, c'est évidemment le caractère très étroit qui sépare Lula de Jair Bolsonaro. Alors, l'élection de Lula, elle signifie pour toute une partie du Brésil qui est encore majoritaire d'un cheveu, un grand soulagement, aussi certainement de beaucoup de pays dans le monde où cette élection est vue comme une bonne nouvelle dans un panorama mondial qui n'en apporte pas beaucoup. Et à la fois, cette élection, si elle est un soulagement pour beaucoup, elle marque aussi quelque chose. Elle marque le fait que Jair Bolsonaro a été battu, mais le bolsonarisme n'a jamais été aussi fort dans ce pays, puisque cette élection entre ces 2 tours renforce considérablement ce mouvement dont Jair Bolsonaro est le visage. Lui-même a beaucoup progressé entre les 2 tours. Il avait fait 51 millions de voix au premier tour le 2 octobre. Il termine avec 58 millions de voix. Il a progressé et donc il va dominer la scène du Congrès, du pouvoir législatif. La majorité des États du pays seront à ses côtés ou à côté de ceux de ses alliés. Et un nombre très important de villes aussi vont tomber dans son escarcelle. Et l'État le plus puissant du Brésil, qui est l'État de Sao Paulo, le plus peuplé aussi, c'est 1/3 du PIB, de la richesse brésilienne. Eh bien, c'est un de ses alliés, un baron du bolsonarisme qui désormais va diriger cet État. Donc, le résultat, il est aussi que le bolsonarisme est plus fort, malgré la défaite de Jair Bolsonaro. Alors, il y a aussi cette histoire de Norvège, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est important, il va y avoir des choses qui vont bouger dans ce pays, le pouvoir d'achat, la hausse du prix de l'énergie, il y a eu beaucoup d'inégalités, il a promis de renforcer la protection sociale. Voilà, quelles seront selon vous ces premières mesures à Lula ? Alors, il y a plusieurs chantiers qui vont s'ouvrir sous ce 3e gouvernement Lula. Le premier, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui a à voir avec la normalisation de la gouvernance, tout ce qui est lié aux institutions. Lula veut apaiser le pays. D'ailleurs, vous l'avez dit, c'est le sens de son discours. Il veut bien, selon la formule consacrée, il n'est plus le président de ceux qui l'ont élu. Il veut être le président de tous les Brésiliens. Il refuse l'idée de 2 Brésils qui seraient désormais séparés de manière irrémédiable, même si c'est en fait ce que vient sanctionner cette élection, c'est vraiment plus que jamais une polarisation et 2 blocs qui s'affrontent. Mais il veut dépasser ça,
réconcilier les Brésiliens. Donc il va d'abord essayer de remettre en place un équilibre institutionnel à peu près correct, où le pouvoir exécutif n'est plus en lutte contre le pouvoir judiciaire et avec le pouvoir législatif également, etc. Et puis sur le plan économique, il faut, si vous voulez, au plus vite, il faut pour les Brésiliens des programmes qui permettent de les sortir de la faim, de l'urgence, de la pauvreté. Et c'est ce que veut faire Lula. Ça, c'est l'urgence. Et en même temps, il veut lancer un grand chantier de transition du modèle économique brésilien vers un modèle plus durable, plus vert, et aussi qui va vers une industrialisation plus forte du pays pour qu'il dépende moins à terme de ses exportations de produits agricoles et de matières premières. Une autre question également sur ce qui peut arriver. Est-ce qu'on peut s'attendre à un embrasement à ce stade, à un moment où on se parle, Jair Bolsonaro ne s'est toujours pas exprimé. Est-ce qu'on peut craindre une réplique finalement de ce qui s'est passé aux États-Unis après l'élection de Biden et tout ce qui s'est passé au Capitole de façon dramatique? Il faut absolument rien écarter à cette étape, surtout que ce qui caractérise Jair Bolsonaro, c'est l'imprévisibilité. Donc tout est possible, il est imprévisible, le facteur humain compte, il peut tout à fait prendre des initiatives de ce type. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est son intérêt à lui-même? Parce que, comme je vous disais, lui, il a perdu, mais son mouvement a gagné beaucoup dans cette élection. Donc il est probable que la nuit où on l'a pas entendu, il ne devait pas finalement réellement dormir. Il devait certainement consulter ses alliés de tous bords, parce que des positions importantes ont été gagnées pour tout ce mouvement. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce que ça lui est plus profitable de tenter de mettre le pays, de jeter le pays dans un chaos politique qui serait incontrôlable et vain, parce que la majorité des Brésiliens ne veulent pas ni d'un coup d'État, ni d'une émeute. L'institution militaire non plus, en réalité, les milieux d'affaires encore moins, et les États-Unis non plus. Donc, on ne voit pas comment tout ça aboutirait, alors qu'aujourd'hui, il se retrouve dans une position, il peut rester le dirigeant à la tête, disons, d'un mouvement qui est plus fort que jamais au Brésil. Donc, c'est à cela qu'il doit réfléchir actuellement, mais encore une fois, son imprévisibilité peut tout à fait produire des effets qui seraient des effets de non-reconnaissance, etc., même s'il ne serait pas suivi, encore une fois. Eh bien, on attend évidemment sa réaction, comme vous, j'imagine, sur Europe 1. Merci beaucoup, Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste de l'Amérique latine et auteur, je le rappelle, de Géopolitique de l'Amérique latine aux éditions Erol Iris, paru le 6 octobre.